Bonjour à tous, Sécurité 360, c'est votre débat sur les grands thèmes liés à l'actualité de la sécurité et de la sûreté. Attention, vous êtes filmés. Les caméras piétons pour les forces de l'ordre, bonne ou mauvaise idée? Emmanuel Macron veut les généraliser dès juillet 2021. Alors, comment fonctionnent-elles? Quels sont leurs avantages et leurs inconvénients en termes techniques et sociétal? Quel retour a-t-on de l'étranger? Et enfin, quels sont les enjeux stratégiques de l'appel d'offres concernant la commande de 30 000 nouvelles caméras? Nous allons débattre de ces thèmes avec mes invités. Michael Bechclou, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller municipal délégué à la sécurité et à la police municipale pour la ville d'Elancourt. Tout à fait. Je crois que c'est environ 26 000 habitants et 20 agents municipaux qui sont d'ailleurs équipés de ces caméras. Face à vous, Éric Pouillat, député de la Gironde. Bonjour Éric. Bonjour. Vous êtes également membre de la commission des lois, vice-président de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation. Alors messieurs, pas de langue de bois, très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas encore le principe de ces caméras piétons, Michael, est-ce qu'on peut expliquer comment ça fonctionne actuellement? Oui, tout à fait. Merci de me recevoir déjà. Comment ça fonctionne? Très simplement, une caméra avec un enregistreur local sur la caméra, une mémoire avec une batterie totalement autonome, la possibilité de déporter l'objectif pour certains cas bien précis, et ensuite donc des agents qui mettent cette caméra sur eux, et donc les caméras sont identifiées en fonction des agents hein, généralement, ou des groupes en fonction du nombre de caméras disponibles, une recharge par jour, une grande autonomie, une recharge par jour qui permet aussi le transfert des images dans un endroit sécurisé de stockage. D'accord, merci pour ce zoom, c'est le cas de dire, sur le fonctionnement de ces caméras. Alors faisons l'état des lieux parce qu'il en existe à ce jour 10 700 qui avaient été commandés pour je crois un montant de 2,4 millions d'euros, c'est exact. Est-ce que c'est une réussite actuellement en termes d'efficacité technologique? Oui, je pense qu'aujourd'hui, le retour du terrain qui est fait, c'est que les caméras mobiles pacifient véritablement Alors, je ne parle pas de ça. Oui. Je parle de la première commande qui a été faite, qui est très discutée en termes de matériel. Quels sont les retours? Ah, celle-là, elle est plutôt très discutée. On est d'accord. Tout à fait, on est d'accord. Il y a des problèmes d'autonomie, des problèmes de qualité d'image. Voilà, il y a effectivement beaucoup En fait, elles sont en réalité pas utilisées ou peu utilisées parce que le matériel n'est pas assez efficient. Ouais, tout à fait. Michael? Oui, c'est ce qu'on voit. Alors déjà, on peut préciser que c'est un fabricant chinois. Tout à fait, c'est un fabricant chinois avec une technologie qui était parmi les premières aussi à sa décharge, et puis surtout des caractéristiques annoncées qui n'ont pas été respectées au final. Voilà. D'accord. En gros, les durées de batterie n'ont pas tenu. Voilà, il y a eu des tonnes de défauts et il y a eu vraiment un loupé là-dessus au niveau du fabricant, je pense. Il y a d'ailleurs eu un article dans le Canard enchaîné qui a recueilli un témoignage d'un policier qui disait que, dixit le policier, les fixations sont pourries, l'autonomie est ridicule, le paramétrage ultra compliqué à chaque mise sous tension. Du coup, on porte une caméra qui ne fonctionne pas la plupart du temps et ensuite on nous demande pourquoi vous ne l'avez pas déclenché. Donc finalement, ils achètent pour certains eux-mêmes leur matériel. On sait aujourd'hui combien de policiers ont acheté leur propre caméra. Moi, j'ai pas de chiffres précis, mais effectivement, en discutant avec quelques agents, on s'aperçoit que certains ont fait leur investissement propre, ce qui n'est pas la bonne solution malheureusement, parce que on sort complètement de l'aspect sécuritaire traditionnel et de l'usage tel qu'on le destine à la base. Eric, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, et juridiquement, c'est pas bordé, du coup, parce que c'est un équipement personnel, voilà, donc qui remplit pas forcément le cahier des charges qui a été prévu lors de l'appel d'offres, donc c'est à éviter. Alors on va parler un peu plus tard de cet appel d'offres pour 30 000 nouvelles caméras. Parlons des avantages et des inconvénients. On va commencer par les points positifs. Sur l'aspect philosophique d'avoir ces caméras, on va déjà, avant d'en discuter entre nous, savoir ce qu'en pensent les syndicats, en tout cas un syndicat avec ce magnéto où Stanislas Godon, délégué général du syndicat Alliance Police Nationale, répond à la question sur les caméras piétons dans l'émission de Georges Fenech.
Ça tombe très bien parce que depuis le début de l'expérimentation des caméras mobiles, des caméras piétons, nous avons toujours été favorables, surtout lorsqu'on a vu les retours d'expérience qui ont été faits. Alors je ne parle pas des retours d'expérience du matériel qui a été une catastrophe, c'est un marché public qui a été fait à la va-vite, avec du matériel qui n'était pas adapté, qui ne tenait pas la charge, qui filmait avec une très très mauvaise qualité. Bref, ce n'était pas un outil à la hauteur des enjeux. Mais par contre, on a pu constater que lors des contrôles, qu'ils soient d'identité, routiers ou lors des interventions de police, à partir du moment où on déclenchait la caméra lorsque des individus voulaient un peu faire monter la sauce, partir à la rébellion, à l'outrage, ça calmait les esprits. Et bien tout de suite, ça calmait parce qu'ils savaient très bien que les images pourraient être utilisées. Et nous disons que les caméras mobiles doivent être aussi utilisées comme moyen de communication. Aujourd'hui, lorsqu'il y a une vidéo qui sort, par exemple, sur les réseaux sociaux, elle devient virale, et on essaie d'expliquer que c'est une violence policière, parce que c'est l'usage de la force. Mais non, il y a un contexte. L'usage de la force par les policiers, c'est quelque chose qui est prévu par la loi. Ils ont la légitimité de l'usage de la force. Strictement nécessaire. Strictement nécessaire, vous avez raison de le rappeler, et dans tous les domaines, mais... Pour ça, il faut aussi avoir un contexte. Il y a parfois des explications à l'usage de la force. Et on ne peut pas faire un procès d'intention, la présomption de culpabilité, le police bashing. D'où l'intérêt de la caméra piéton. De la caméra piéton. Mais il faut aussi que le ministère de l'Intérieur soit en mesure de communiquer très très rapidement pour rétablir l'équilibre dans parfois ce qu'on appelle des fake news et qui sont très néfastes, qui jettent l'opprobre sur les policiers et qui parfois mettent à mal aussi des fonctionnaires de police parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, lorsqu'il y a diffusion de l'image des policiers, on diffuse le visage, on donne les adresses, on donne les noms parfois. Et c'est bien pour ça que nous avons toujours encouragé cet article 24 de la loi de sécurité globale. Qui va encore faire couler beaucoup d'encre. Oui, qui va être réécrit d'ailleurs au Sénat. Qui va être réécrit au Sénat. L'intégralité de cette interview est à retrouver dans Fenech Security Talk sur le thème de, cette fois-ci, du Beauvau de la sécurité. C'est sur ANews Sécurité. Alors, voilà, on a eu l'avis d'un syndicat. Retraçons justement les points positifs. Peut-être pour commencer, permettre de retracer les faits dont servir de preuve en cas de litige. Oui, très clairement, ça permet d'avoir une transparence, en fait, le contrôle, et sur la relation entre l'agent et le citoyen, et je pense que c'est bénéfique pour les deux. D'abord pour le citoyen, parce qu'effectivement, ça lui permet de pouvoir, en cas d'usage inapproprié de la force, de pouvoir prouver sa bonne foi, mais aussi pour l'agent, parce qu'il peut montrer qu'il a respecté scrupuleusement le cadre du contrôle et qu'il a pu, que même s'il a dû faire usage de la force, c'est bien parce qu'il y a eu outrage ou en tout cas qu'il y a eu rébellion de la part de la personne contrôlée. Donc moi je pense que ça fonctionne plutôt bien, ça pacifie, comme ça a été dit précédemment, ça pacifie plutôt la relation puisque ça fait descendre la tension et puis ça permet encore une fois d'apporter véritablement la vérité du déroulement de l'action. Donc moi je pense que c'est quelque chose qu'aujourd'hui en retour terrain est plutôt très positivement vécu. Michael Bechtelou. Je suis totalement d'accord. Au-delà de ça, nos policiers s'en servent également pour la pédagogie, pour aussi la pédagogie. Pour comprendre un événement, pour analyser et mieux discerner les difficultés qu'ils ont pu rencontrer sur le terrain lors d'un contrôle. C'est en termes de rétexte, de retour d'expérience. Tout à fait, retour d'expérience, tout à fait. Et puis ils se sentent eux accompagnés avec cette caméra qui permet vraiment de pacifier totalement le débat dans 80% des cas. Ouais, alors on peut noter justement à propos de ce dont vous parliez un instant, en août, le Figaro révélait qu'il y avait 24 000 refus d'obtempérer qui avaient été répertoriés en un an, soit plus d'un toutes les 30 minutes. Les outrages à dépositaires d'autorité publique ont augmenté de 5,3% par rapport à 2018. Avec 28 500 outrages et 36 000 violences sur ces mêmes autorités, soit une centaine par jour. Donc c'est effectivement permettre de diminuer ces chiffres. C'est une augmentation constante, hein. L'outrage, c'est vraiment, ça fait des années et des années que c'est quelque chose qui augmente. Donc on voit que finalement il y a aussi, je me permets de le dire, mais une forme d'importation aussi du rapport entre le citoyen et la police qui existe dans d'autres pays comme aux États-Unis, etc., où effectivement la rébellion est beaucoup plus aussi
récurrente qu'en France. En France, c'est quelque chose qui n'existait pas, à part dans certains endroits, bien sûr, un petit peu compliqués, dans lesquels la sécurité publique avait du mal à être maintenue. Mais sinon, globalement, dans la société française, les Français acceptaient bien le contrôle et ça ne posait pas de problème. Mais on voit que c'est un phénomène qui se développe très largement et qui est importé, voilà, comme on le voit avec l'actualité sur des chaînes d'information, voilà, parce qu'il y a des policiers dans le monde qui ne font pas toujours usage de la force de manière proportionnée, et puis surtout, on ne parle pas de la même police. Par exemple, la police américaine est très massivement une police municipale, en fait, en vrai, une police des villes, pas du tout une police républicaine et une police nationale comme en France. Donc, il faut, alors bien sûr, nos polices municipales, nous, sont très bien formées, je tiens à le dire, et se sont professionnalisées au fil des années. Et maintenant, nous avons, en plus, pour beaucoup, sont des anciens policiers ou gendarmes, donc il y a des vrais gestes professionnels et il n'y a pas de problème là-dessus, et la coopération se passe très bien. Mais très clairement, il faut effectivement faire attention à cette importation d'un conflit qui pourrait y avoir entre la police et le citoyen. Quand je dis la police, c'est au sens large, municipal, national, gendarmerie, qui effectivement est un phénomène qui monte dans la société et sur lequel il faut s'interroger. Et le pouvoir des images, justement, puisque c'est bien ça le sujet, le pouvoir des images n'y est pas étranger. On va en parler. Donc ça permet de retracer la vérité des faits qui permettent de protéger, de rétablir la confiance, dixit le président de la République, Emmanuel Macron. À propos de l'usage de la force de façon exagérée, donc quelque part, ce qui est aussi critiqué auprès de la police, c'est les bavures. Est-ce que ça va véritablement diminuer les bavures ? Je suis pas sûr que ça diminue les bavures. Simplement, s'il y en a, je pense qu'elles seront montrées et affichées au grand jour. Je prends le cas d'un contrôle. Vu d'un œil extérieur, lorsqu'on est un badaud sur un trottoir et qu'on voit quelqu'un se faire interpeller calmement, alors qu'on a eu le cas récemment, quelqu'un d'alcoolisé, par exemple, sur la voie publique, qui a une corpulence assez forte, lorsque le ton va monter, qu'il y a des petites insultes qui fusent et que l'outrage commence à se manifester, il va bien falloir l'interpeller, cette personne. Et quelqu'un d'alcoolisé va résister, peut-être pas forcément très violemment et rapidement, va faire des gestes un peu en douceur, mais quand même avec une force qu'on est sur un gabarit assez important. Et du coup, de l'extérieur, on va voir quelqu'un qui présente pas de risque, alors qu'en fait, il est en train d'éviter de se faire passer les menottes, clairement. Donc là, si on a un petit micro et une caméra à proximité, on peut avoir des explications sur ce qui se passe. On peut croire de l'extérieur qu'on est sur une bavure, un début de bavure, parce qu'il va falloir l'emmener au sol pour lui passer les menottes. Et on peut voir de l'extérieur quelque chose de violent, alors qu'en réalité, tout est démontrable, on va dire. Alors ça, c'est important de le signaler. C'est effectivement l'impact sur les réseaux sociaux, on l'a vu récemment dans l'actualité, avec effectivement des points de vue, des images qui sont coupées ou qui sont prises à un instant T, et donc pas dans l'intégralité d'une situation. Donc ça va pouvoir permettre de contrebalancer quelque part, Eric Pouillard. Oui, il y a une guerre d'images, très clairement. Aujourd'hui, vous avez des actions militantes, etc., qui sont menées, et dans lesquelles, bien sûr, l'image est instrumentalisée, comme faire valoir du discours. Mais effectivement, il n'y a peut-être pas toute l'image, ou disons, elle est anglée d'une certaine façon. Et je pense qu'il est de la responsabilité du pouvoir public de pouvoir apporter toute la transparence et toute la lumière sur le contrôle dans sa globalité. Et après, effectivement, quand on parle de bavure, il faut quand même dire de quoi on parle, très clairement. Parce que la bavure, c'est pas l'usage de la force. Ceinturer quelqu'un, passer une note, c'est un cadre, c'est une procédure, tout ça est très réglementé, mais la police républicaine a le droit de le faire. Voilà. Et souvent, aujourd'hui, quand un contrôle se passe, il y a un usage de la force, on dit « Ah, une violence policière ». Non, il n'y a pas de violence policière. C'est autorisé. La violence policière, même dans l'absolu, elle n'existe pas. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un usage de la force qui est réglementé, et soit il y a une faute professionnelle, c'est ça. C'est-à-dire que le policier fait mal son travail. Dans ces cas-là, c'est une faute professionnelle et effectivement, il sera condamné pour ça. D'ailleurs, un policier est condamné 3 fois. Il est condamné d'un point de vue professionnel, administratif, voire judiciaire, si en plus il y a une plainte. Donc, il faut quand même voir que tout ça est très réglementé. Donc là aussi, il y a une dérive sémantique. Souvent, l'usage de la force, c'est une violence policière. On l'a vu aussi parce qu'on a vu beaucoup d'images ces derniers temps, notamment avec les Gilets jaunes, d'images de maintien de l'ordre. Et le maintien de l'ordre n'était pas filmé jusqu'à maintenant, pas plus que ça, à part par
journalistes habituels. Oui. Et on voit bien aujourd'hui que, par exemple, le maintien de l'ordre, c'est beaucoup plus violent qu'un contrôle policier sur la voie publique. Bien sûr. Et donc ça renvoie des images violentes. Et on se dit, ah, mais la police est violente. Mais non, le maintien de l'ordre est violent. Mais parce que vous êtes sur une logique où les gens vont au contact. Ça peut être un cas de légitime défense. Tout à fait. Sauf qu'on ne voit pas la première partie qui expliquerait pourquoi. Bon, on a eu plein de cas. Une infirmière qui balançait des pavés et on la voit se faire arrêter. On se dit, oh, excusez-moi l'expression, mais oh, les salauds, ils arrêtent une infirmière. Oui, sauf que 3 minutes avant, quand on a eu l'ensemble des images, on se dit, bon, effectivement, il y a une infraction à la base de la part de la personne qui manifeste, qui a le droit de manifester, qui a le droit de se faire entendre, mais qui n'a juste pas le droit de balancer des pavés sur des CRS. Donc il faut là-dessus qu'il y ait une forme que la caméra soit une forme de tiers, en fait, incontestable. Il y a une image, elle est incontestable, et pour ça que moi je pense qu'il faut qu'on filme de la première minute à la dernière pour pas qu'il y ait de contestation. Les policiers aussi vont devoir intégrer cette idée, parce que souvent, ils alignent que si ça dérape... Alors ça va être les points négatifs, voilà. On va en parler d'ici quelques instants, mais est-ce que ça peut aider à, quelque part, redorer l'image de la police, même si les sondages ne sont pas non plus mauvais en ce qui concerne les caméras et nos policiers. On a un sondage Opinionway qui déclare que 89% des Français sont favorables à ce nouveau dispositif. Tout à fait. Il y a eu des tests, par exemple, j'ai retrouvé ma statistique qui a été faite, puisque, entre autres, à Rieux-la-Pape, il y a des caméras qui sont utilisées, moins 70% d'outrage à agent. Et en ce qui concerne le sondage d'opinion sur les Français et leur police, 75% d'opinion favorable sur les policiers, mais plus les sondés sont jeunes, en fait, et à bas revenus, moins l'image est positive. Donc ça peut aussi aider à travailler dans ce sens-là, à mieux faire comprendre le travail du policier et à redorer son image. Complètement. Après, c'est vrai qu'il y a une notion de respect du policier qui parfois disparaît. C'est important quand même au-delà de redorer son image, c'est de savoir que quand les policiers, quand on a besoin d'eux, ils sont là. Et c'est sûr que si on fait une bêtise, peut-être que certains les apprécient moins en faisant une bêtise. Mais voilà, c'est des personnes qui sont toujours présents et on a tous eu besoin à un moment donné de faire appel à des policiers. Et on a tous, je pense, été bien contents de les avoir avec nous. Est-ce que ces caméras, même si elles ne filment pas, ont un impact sur le citoyen ? Ou sur le contrôlé, on va dire ? Je pense que oui, il y a un impact fort, puisque il ne sait pas ce qui se passe. La personne ne sait pas ce qui se passe. Et normalement, il y a un voyant rouge qui s'allume. Alors, il y a un voyant rouge, il y a l'obligation d'indiquer que la personne est filmée, donc il y a des paroles qui sont explicites. Et puis, la caméra filme pas que au moment où le policier appuie dessus. Il y a ce qu'on appelle une mémoire tampon, donc qui va reprendre les 30 secondes précédentes l'événement. Ce qui permet si en cas de dérapage, d'être malgré tout dans un contenu intéressant. Alors il y a un autre point positif dont on va parler et qui est évoqué, j'ai reçu très récemment Thierry Orozco, qui est l'ex-chef du GIGN. Je le recevais dans Security Book pour son livre qu'il a écrit à 4 mains avec l'ancien boss du RAID, Jean-Michel Fauvergue. Et il nous donne son point de vue sur les caméras piétons. Alors, s'agissant des caméras piétons, là pour moi, c'est assez simple. Par définition, ou par principe, on va considérer que le gendarme et le policier travaillent bien. Et donc, ils n'ont rien à cacher. Donc, on va prouver avec l'image que l'on a que l'on le fait bien. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que la force de l'image ne doit pas être juste dans ceux qui critiquent les forces de l'ordre. Pourquoi n'a-t-on que des images de policiers sorties du contexte? On sait très bien qu'on peut faire dire aux images bien des choses si on les sort du contexte. Oui. Si on a les images prises de l'autre côté, on peut peut-être mieux comprendre une situation. Donc la force de l'image ne doit pas être que sur les gens qui critiquent, mais aussi sur les gens qui peuvent justifier, je ne dis pas défendre, justifier leur action. Donc les caméras piétons, en plus, j'espère qu'un jour, elles pourront également retransmettre vers des centres de commandement des images de façon à ce qu'on puisse être aussi plus rapidement dans l'action et dans l'aide à un policier ou un gendarme qui est en difficulté sur le terrain. D'accord. Ça viendra. Et pour une intervention également. Et pour les interventions, mais ce soit pour les interventions ou les actions sur la voie publique. Ouais. C'est-à-dire que je vois qu'un policier est en difficulté,
Je le vois parce que je vois l'image. Ouais. Je n'ai pas besoin qu'on me le dise ou qu'on me le téléphone ou qu'on me le dise par radio. Je le vois. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview de Thierry Orozco sur le GIGN et le RAID sur ANews Sécurité. Justement, ce soutien opérationnel. Oui, c'est ce que nous avons introduit dans la loi sécurité globale, justement, avec le fait que les images puissent être transmises à un CSU pendant qu'on puisse avoir une opérationnalité immédiate, c'est-à-dire qu'on voit que le contrôle ou qu'il y a une opération qui dérape, c'est vu par le CSU, hop, automatiquement on peut agir. Voilà, je crois beaucoup à ce genre de... moi, je pense que les caméras doivent être vraiment aujourd'hui des outils de faire le policier connecté, quoi, qui doivent être ce qu'il voit doit être vu par d'autres, que il puisse y avoir une interaction à distance et comme ça, même du coup, avec un CSU qui aurait des caméras fixes, par exemple, installées dans une commune, on pourrait voir s'il y a une menace qui arrive d'un autre endroit, etc., coordonner les forces de sécurité. Moi, je crois que dans la loi sécurité globale, on a aussi introduit la question des caméras embarquées ou aéroportées. Je pense que tout ça est un dispositif global qu'il faut voir. Bien sûr, avec le plus grand respect de toutes les libertés individuelles et de tous les droits à l'image qui correspondent, mais la caméra mobile est un des éléments, peut-être le premier élément qu'on a connu et qu'on voit sur la voie publique, mais c'est un des éléments demain d'une plus grande opérationnalité et surtout transparence des opérations de police. Transparence peut prêter main forte éventuellement à un ou des agents en difficulté. Et cette notion toujours de rapidité, Thierry Orozco le disait dans son interview dans Security Book, ne serait-ce même au GIGN et au RAID, tout se joue sur la rapidité, mais aussi dans les opérations de police plus classiques. Ouais, tout à fait, c'est très important. Et nous, c'est des choses que l'on fait régulièrement avec nos caméras de supervision. Là, on parle des caméras fixes, mais ça nous arrive régulièrement de porter assistance sur le terrain en prévenant de risques qui peuvent arriver, parce que pour éviter que nos agents soient pris au dépourvu et que la solution devienne plus dramatique que prévu. Alors passons maintenant au point peut-être négatif, aux inconvénients. Actuellement, c'est le policier ou le gendarme qui décide de déclencher lui-même sa caméra. Est-ce que quelque part, c'est pas un peu faussé ça ? Non, je ne crois pas, parce que en fait, c'est quand même l'agent qui est l'auteur du contrôle. Oui. C'est pas le citoyen qui demande d'être contrôlé. Donc c'est l'agent, à partir du moment où il se met en situation de contrôle, qui lui doit déclencher. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, si le contrôle se passe bien, il déclenche pas. C'est vrai. Voilà. Moi, je pense qu'il faut arriver peut-être à terme à ce que 100% des contrôles soient filmés. Parce que ce qu'on reproche aujourd'hui, c'est qu'éventuellement, si le policier sent qu'il va trop loin, il va couper la caméra ou il ne la déclenchera pas du tout. Alors, tout ça, c'est très relatif, hein, parce que effectivement, après, il peut y avoir une déclaration, un contrôle. Après, s'il se passe mal, il y aura une instruction qui peut être enclenchée. Et la personne pourra dire, j'ai vu le policier couper ça. C'est pour ça que sa caméra, c'est pour ça qu'il est important qu'on voit qu'elle est allumée, la caméra. Le fameux, ce que vous soulignez, le fameux voyant rouge. Ouais. Il est important qu'on sache si le contrôle est filmé ou pas. Après, si le policier coupe sa caméra, il faudra qu'il explique pourquoi il a coupé, pourquoi le contrôle a dérapé après, etc. Moi, je pense que c'est plutôt un facteur incriminant de couper la caméra. Donc, il n'a pas forcément intérêt à... Et s'il ne la déclenche pas du tout ? S'il ne la déclenche pas du tout, il faudra qu'il explique aussi pourquoi il n'a pas déclenché. Mais vous avez raison, ça soulève le point d'une subjectivité de la capacité à filmer le contrôle. Donc moi je suis plutôt favorable au fait qu'on filme systématiquement, mais pour ça il faut des appareils qui puissent soutenir le choc. Voilà, donc c'est l'idée effectivement, et ça pourrait passer que la caméra se déclenche à chaque intervention ou dès le début de la mission carrément, tout le long de la journée. Oh, tout à fait, il y a des technologies aujourd'hui qui permettent de le faire au niveau des mémoires, c'est largement... Une caméra, en moyenne, c'est sur une journée complète, utilisée par un agent, on est sur une vacation, on est sur des capacités de stockage pas très élevées au final. Donc si on étend ça à tous les contrôles, on exploitera au maximum la caméra et c'est tout à fait possible. D'un point de vue technologique, on pourrait même aller un peu plus loin, on pourrait faire de la caméra juste un émetteur de flux, c'est-à-dire qu'elle capterait l'image qui serait stocké sur un serveur au CSU
etc. Comme ça éviterait d'avoir des mémoires tampons sur les appareils, mais ça, peut-être, il faudra attendre la 5G pour... Ça sera facile à faire en milieu urbain, en milieu rural, ça sera plus compliqué, mais en même temps, c'est en milieu urbain que souvent les contrôles problématiques se posent. Donc, je pense que ça peut être une solution. On n'est plus obligé d'avoir un stockage interne, mais d'avoir... Aujourd'hui, beaucoup de choses fonctionnent maintenant en système de flux, donc... il suffit juste de retransmettre l'image à un CSU qui lui va stocker l'image. Ce stockage des données, c'est aussi un point d'interrogation que certains tournent du côté négatif des choses, de savoir comment elles sont stockées, comment elles sont utilisées. On parle quelque part de surveillance excessive du citoyen d'un côté, de surveillance excessive des forces de l'ordre de l'autre. Non, mais c'est vraiment un débat toujours très, très paradoxal, parce que vous allez chez votre buraliste, il a une caméra, il stocke, personne ne sait trop comment, si lui il efface, ça choque personne. Par contre, il y a un policier qui déclenche une caméra, c'est pas normal, et où sont les images, et qu'est-ce qu'ils vont en faire, etc. Moi, je suis désolé, par définition, j'ai plus de confiance dans la police républicaine que d'un acteur privé qui n'est pas forcément contrôlé. Donc, tout ça est très encadré, tout ça, il y a des lois, je sais, puisque je fais partie de ceux qui les votent. Voilà. Sur la loi sécurité globale, on a vu effectivement qu'à un moment donné, le gouvernement a souhaité à un moment donné faire évoluer le dispositif, le cadre réglementaire par ordonnance. Ça a été refusé par la représentation nationale. Les députés ne donnent pas un blanc-seing comme ça au cadre. Donc il faut véritablement s'entendre là-dessus, mais là aussi, parfois, on veut aller tellement loin dans la protection de ces données, etc., qu'on obère la capacité opérationnelle du dispositif. Et donc, je pense qu'il faut quand même rester cohérent. Des images qui ne seraient pas stockées suffisamment longtemps, ou des images qui, je veux dire, elles n'ont pas d'intérêt. Si on arrive trop tard et qu'on n'a plus l'image, voilà. Donc, il faut faire confiance dans le système. Et après, je pense que... Il faut contrôler, par contre, le bon usage et la bonne conservation des images. Ça, c'est un autre sujet souvent sur lesquels on oublie. Mais enfin, moi, je sais que les policiers ou les gendarmes, pour en parler souvent avec eux, ils sont toujours très très contents d'arriver sur un CSU municipal, etc., et de retrouver des images, de pouvoir résoudre des affaires comme ça. Michael Bechtelou, vous êtes conseiller municipal à Ville d'Elancourt, délégué à la sécurité et à la police municipale. Comment ça se passe justement à Elancourt à partir du moment où la caméra est déclenchée? Quel est le trajet de ces images? Alors le trajet est simple, donc on a des récepteurs de caméras. Le soir, l'agent met sa caméra sur cette borne qui envoie les images directement au CSU et donc qui passe dans le flux d'enregistrement de la ville, puisqu'on a aujourd'hui 116 caméras au niveau de la ville, et tout ça vient s'indexer, se répertorier, se sécuriser de la même façon que les images que l'on peut avoir de la voie publique. Et c'est stocké combien de temps? Alors c'est stocké, pour la partie caméra, on a modifié cette partie-là pour que ce soit stocké 6 mois. D'accord. Voilà, les images de la ville sont stockées 21 jours. Et après c'est détruit? Détruit. Effacé, disons. Donc d'où l'importance c'est effacé, d'où l'importance d'avoir des réquisitions au bon moment et d'être vigilant aussi sur des faits qui ont pu se produire pour qu'on puisse alimenter les enquêtes. Parlons de rétex, de retour d'expérience. Est-ce qu'on a justement des statistiques concernant les caméras qui sont actuellement utilisées en France? À part le fait qu'elles ne satisfont pas, comme vous le disiez. Techniquement parlant, en termes de matériel, oui. Non, après, moi, j'ai pas de... spécifiquement... Il n'y a pas encore eu d'études à ce niveau-là? Il n'y a pas d'études précises. Maintenant, le problème, c'est que les sources sont très variées et on est parti dans une multitude de types de caméras différentes avec des enregistrements. Puis on est quand même... on a de la chance d'avoir la réglementation de la protection des données, malgré tout, qui vient aussi, qui est une brique qui est importante, qu'il ne faut pas négliger. Donc aujourd'hui, on n'a pas vraiment de retour d'expérience. On n'est pas sur des produits... officielle dans la plupart du temps, que ce soit en police municipale ou en police nationale. Alors ces caméras piétons sont assez banalisées, par contre dans le reste du monde, entre autres en Europe, je crois que ça existe en Allemagne où les caméras piétons sont quasiment systématisées dans la plupart des landers depuis 2013. En Grande-Bretagne, ça existe depuis au moins 15 ans, au Danemark, aux Pays-Bas, mais aussi aux USA et au Canada. Est-ce que là on a plus d'informations en termes statistiques et de résultats?
Alors, on n'est pas du tout sur un rapport à la liberté individuelle, etc., ou à la protection de la donnée qui est le même. Hein. Aux États-Unis, par exemple, la protection de la donnée n'existe quasiment pas. Enfin, je veux dire, toutes vos données sont conservées, de votre carte bancaire jusqu'à... et ça indéfiniment. D'ailleurs, vous pouvez le voir, si vous... Chez une grande plateforme de vente à distance qui commence par un A, si vous mettez votre carte bleue une fois, dans 10 ans, vous la retrouvez. Hein. Ce qui n'est pas le cas d'un même fabricant ou d'un même, disons, commerçant français. Ouais. Donc on voit bien qu'il y a très clairement pas le même rapport à la donnée. Donc moi, je pense que nous avons, un cadre légal qui est quand même très protecteur, qui même parfois parfois empêche un peu finalement l'efficience totale, mais voilà, c'est comme ça, c'est notre rapport, notre équilibre entre la liberté d'un côté et la sécurité de l'autre. Après, voilà, dans d'autres pays, moi je pense que avoir des chiffres ne rime à rien à partir du moment où on n'est pas sur la même base légale en fait. Ouais, c'est la base légale qui crée l'équilibre entre le rapport de ce qu'on accepte en matière de sécurité et ce qu'on cède en matière de liberté. Michael, tout à fait rajouter quelque chose. Non, c'est totalement vrai. Et tout n'est pas comparable. Moi, j'ai quand même quelques sites que j'ai repérés. En Californie, à Rialto, il y a une étude qui a été menée dès 2012 qui concluait déjà que les plaintes contre les policiers équipés des caméras avaient chuté de près de 90% et l'usage de la force par les policiers de près de 60%, et on a remarqué le même effet dans de nombreux autres États américains. Oui, mais vous voyez, les États-Unis, c'est quand même le pays qui a le plus d'incidents et de violences et comme vous disiez tout à l'heure, de bavures au monde, quoi. Donc, bien sûr, mais c'est vrai que le citoyen a le droit d'avoir des armes aussi. Donc ça change aussi. Ça change tout. Ça change la donne. Alors, il y a une autre étude qui est intéressante dans un pays un peu plus calme, qui est le Canada, où 3 études ont montré une plus grande facilité à évaluer la pertinence de plaintes envers les agents, diminution de l'agressivité et de l'impolitesse des citoyens et une bonne perception du citoyen du fait d'être filmé, mais pas de réduction réelle d'emploi de la force par la police. D'un autre côté, il faut noter que c'est un pays où le rapport police-citoyen est excellent. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de baisse à ce niveau-là. Mais globalement, ça marche quand même. Enfin, on l'a dit, ça pacifie vraiment. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Même en France aussi, hein, ça fonctionne plutôt bien. Et après, voilà, ce qui m'interroge surtout, c'est sur lequel j'ai pas encore tout à fait de réponse, mais j'essaie d'en avoir. C'est sur les jeunes. Vous avez cité tout à l'heure, c'est vrai que les plus jeunes ont un rapport un peu plus virulent à la police, mais acceptent, alors pas forcément d'ailleurs, je pense qu'il ne faut pas en faire une généralité, mais surtout qu'ils acceptent effectivement moins bien d'être filmés apparemment, alors qu'ils sont les premiers utilisateurs généralement de leur smartphone. Des nouvelles technologies. Dès que ça se passe mal, ils filment voilà, tout, et ce sont les premiers diffuseurs de contenu souvent. Donc j'essaie de comprendre ça. Pour l'instant, j'ai pas les réponses, mais je pense que les plus jeunes devraient au contraire, ils font plutôt confiance à l'image, donc ils devraient plutôt être rassurés par un système de caméra. Voilà, c'est à voir. Mais... C'est vrai que ça change la donne. Hein. Lors d'un contrôle, on a le contrôlé et l'agent en face à face. Celui qui se fait contrôler peut très bien se dire je vais faire monter un peu le ton aussi, volontairement, et puis dans tous les cas, quoi qu'il arrive, j'aurai l'opinion derrière moi, j'aurai du monde qui va me soutenir. Dès qu'il y a une caméra, je vais être obligé de dire la vérité. Et à partir de là, ça peut calmer le débat. Soit la personne a vraiment quelque chose à dire et elle a été prise à partie par le fonctionnaire de police, et dans ce cas-là, elle continuera. Soit justement, elle va changer un peu sa réflexion en disant là, je vais devoir être plus juste, et c'est pour ça que le soufflet descend et que tout se dédramatise. Oui, excusez-moi, mais ce qui est soulevé, c'est très juste. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, aujourd'hui, on acquiert presque de la notoriété sur les réseaux sociaux si on diffuse des images de ce type. Donc, on a plus de likes, on a plus d'adhérents à son compte. Donc il y a quand même un rapport un peu biaisé à cela. Vous allez beaucoup sur le terrain à Elancourt. Vous voyez des perceptions différentes selon les catégories socio-professionnelles, selon l'âge ?
par rapport à ces caméras piétons? Non. C'est vrai que les jeunes sont un petit peu plus taquins, mais globalement, certains, oui, les jeunes voient tout de suite parce qu'ils connaissent, reconnaissent la caméra. Après, ça passe totalement inaperçu au final. D'accord. Et demain, on pourrait même imaginer des services qui vont venir se greffer. Je pense qu'on est au début de quelque chose. On aura peut-être des systèmes de déclenchement complètement autres qui peuvent être basés sur le stress, qui peuvent être basés sur... On pourrait même demain avoir de l'assistance. Un policier qui intervient au début d'un problème, sur un arrêt cardiaque par exemple, pourrait très bien demander de l'assistance vidéo à des pompiers, et on peut avoir de très très belles choses. Très bien. Alors on va pouvoir en parler peut-être dans cette dernière partie concernant l'appel d'offres et ses enjeux. Pour expliquer un petit peu, lancement fin d'année 2020 de l'appel d'offres pour 30 000 nouvelles caméras piétons pour l'équipement de la police nationale et de la gendarmerie pour un montant d'environ 15 millions d'euros. Les réponses ont été finalisées le 5 janvier dernier. Le ministère de l'Intérieur se donne jusqu'à mars pour prononcer le choix du gagnant pour un démarrage de déploiement des équipements cet été, en juin-juillet. Il s'agit d'un capteur qui devra être ouvert technologiquement parlant avec différentes plateformes applicatives car les systèmes informatiques gendarmerie-police sont différents. On parle donc de interopérabilité des systèmes. Est-ce qu'il y a d'autres exigences du gouvernement ? Après, il y aura toutes les exigences en matière, je pense, j'ai pas le cahier des charges en tête complet là, mais je pense que tout ce qui est autonomie, qualité d'image, tout ce qui va être conservation de l'image aussi, voilà, ce sont les sujets qui font partie systématiquement du cahier des charges. Ouais. Alors, en course... Surtout quand on a le vécu qu'on a eu sur le premier contingent de... Alors justement, en course, pour cet appel d'offres, on a un Américain qui est Axon, on a un Chinois qui est Hikvision, qui me semble-t-il est celui qui a fourni la première fournée défectueuse, c'est ça ? C'est ça. Bon. Et puis un Européen, un Suédois avec Axis. Avant qu'on parle justement de cette concurrence, je voulais justement, par rapport à cette nouvelle technologie, de ces nouvelles caméras qui arrivent, voir un petit spot justement de présentation, entre autres d'un modèle, celui d'Axis, qui est l'européen. Comme ça, on va pouvoir en parler. Est-ce que les autres concurrents pour cet appel d'offres sont sur le même produit en termes de... Sur le papier, oui. Sur le papier, oui. Sur le papier, il y a de fortes similarités. Après, ce qui fait la différence, moi, pour être rentré un peu dans le détail de toutes ces études, c'est la qualité des composants, c'est la solidité, la robustesse. Ils essayent toujours de faire des choses assez robustes, mais voilà, c'est tous ces points-là qui ont été testés et éprouvés par les trois plus gros fabricants. D'accord. Surtout ceux qui ont connu des gros échecs. Ils enregistrent tous de jour comme de nuit, parce que ça c'est aussi important, oui, tout à fait. J'imagine. Demande des images nettes, même dans des conditions difficiles. Un ou deux microphones. Oui. Récepteur GPS, GNSS pour les données de localisation. Bluetooth, Wi-Fi. Voilà, des enregistrements vidéo et audio qui répondent aux besoins d'identification. Et surtout cette autonomie qui faisait défaut, entre autres,
Dans les premières caméras qui avaient été commandées, je crois qu'on est entre 12 et 17 heures d'autonomie. Tout à fait. Donc là, on peut assurer une mission complète en filmant tout le temps. Oui, enfin, c'est ça, oui, parce que généralement, il ne dépasse pas ce temps-là, sinon ça serait compliqué quand même. Voilà, c'est ça. Ils en font beaucoup, hein, mais heureusement, c'est coupé quand même. Mais non, mais c'est clair, moi je pense que, enfin, encore une fois, je crois que c'est. Après, c'est une question de doctrine hein, qu'il va falloir aussi mettre en œuvre. C'est à la fois une culture de l'image qui est en train de se développer. On voit aussi avec ses limites et ses questionnements que ça pose dans la société. Et donc, ça, et c'est vrai qu'il faut y répondre, mais c'est aussi une question de doctrine d'intervention qu'il faut faire évoluer en intégrant aussi plus et de manière permanente le film, j'ai envie de dire, à l'image. Il n'y avait pas de fabricant français pour être sur cet appel d'offres, c'est ça quand même, il est dingue. Oui, après, c'est un savoir-faire. Hein. Les marques qui ont été citées ont soit un gros bagage au niveau caméra piéton pour l'une d'entre elles, soit des gros bagages au niveau des caméras fixes déjà utilisées depuis des années en termes de vidéoprotection. Oui, je crois que le bon exemple... Alors, vous soulevez un problème qui est très juste, c'est la question de la souveraineté. Hein. Oui, justement. Tout à fait. Parce que la souveraineté, c'est lié aussi à ces données. Tout à fait. Hein, qui vont être enregistrées. Est-ce qu'elles vont partir chez les Chinois, chez les Américains, ou ça va rester en Europe quelque part? On a vu que certains pays aujourd'hui n'acceptaient plus effectivement que des produits chinois soient des produits qui soient au moins en tout cas publics, etc. Donc, les Américains, pour voilà, citer. Par exemple. Bon. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question. Et pour ça mais il faut peut-être voir à l'échelle européenne, peut-être plutôt le sujet. C'est vrai que ce que font peut-être d'autres pays européens mieux que nous, on n'est pas obligé de savoir le faire nous. Et inversement, on sait faire des choses mieux que certains autres amis européens. Donc peut-être voyons ça au niveau européen. On a vu dans la crise de la Covid encore, on a vu aussi que voilà, la question européenne se reposait et que c'était peut-être le bon échelon face à la Chine, face aux États-Unis, face à ces pays-là, qui sont des pays continents, c'est pas la France tout seul, voilà, donc c'est peut-être là le bon niveau de réflexion. Et puis après, je pense quand même que ça a été dit très justement. Enfin, moi, je vois dans ma circonscription, par exemple, on fait de l'aéronautique et on fait par exemple des très beaux drones. Voilà. On sait très bien faire les drones. Les drones, c'est un vrai sujet d'avenir aussi avec les caméras mobiles. Je pense que ça va être demain un futur. Voilà. Mais là, généralement, quand on met de l'optique, enfin quand on met du film, de la caméra tube, on met de la caméra qui vient de Chine ou d'ailleurs. Voilà. Eric, qu'est-ce qui va faire pencher la balance du côté suédois, américain ou chinois? Alors, c'est pas tellement à moi à le dire, c'est un appel d'offres. Donc, vous avez des échos, non? Des coulisses? Non, mais je vais pas. C'est pas à moi à rentrer là-dessus. Encore une fois, il y a un appel d'offres, tout ça est très réglementé là aussi. Ouais. Donc, je vais pas dire aujourd'hui, ça va plutôt être les uns que les autres. Mais je pense que très clairement, aussi cette question de souveraineté. Je ne sais pas si c'est pas un critère officiellement, mais en tout cas, elle sera forcément dans la tête de tout le monde. On a quand même intérêt à ce que ça reste européen en termes de stockage de données. On a plutôt intérêt, voilà, après, c'est toujours pareil. Tous les pays européens ne sont pas non plus des pays qui travaillent uniquement qu'avec des pays européens. On a aussi des pays européens qui travaillent avec des Américains, qui travaillent avec des Chinois. On voit bien aussi, moi je connais très bien, parce que comme je vous disais, on fait de l'aéronautique et du spatial chez moi par exemple. Je vois bien que sur la question spatiale, aujourd'hui on a des pays comme l'Allemagne, etc., qui se tournent vers les États-Unis plus que vers Ariane. Voilà, ou des Pays-Bas qui achètent du F-35 américain et pas du Rafale. Donc on voit bien que tout ça n'est pas aussi simple que ça et qu'il ne suffit pas d'être européen pour avoir une conscience européenne, mais oui, je pense que c'est préférable. Et je crois surtout que il faut effectivement se donner les moyens de pouvoir avoir une législation de plus en plus internationale aussi, parce que là aussi les Français ils se déplacent, etc., même au niveau européen. Donc à terme, je crois que la technologie c'est une chose, mais aussi l'harmonisation des législations, notamment en termes d'image, est importante. Et pour terminer, Michael Beschlou, en termes de cyberattaque, de cryptage, justement, est-ce que ces nouveaux systèmes vont justement pouvoir empêcher un hacker de récupérer les images et les données?
Est-ce que c'est prévu? C'est prévu, bien sûr. Tous les fichiers sont codés. On est sur des systèmes avec des cryptés, décodés, enfin codés à la source et décodés à la réception. Aujourd'hui, il n'y aura pas de... Enfin, c'est très compliqué de hacker une caméra. Rien n'est impossible, bien entendu. Mais aujourd'hui, s'en prendre directement à la caméra, ce ne sera pas très pertinent. Il y a d'autres moyens de hacker le système que celui-ci. Mais vous soulevez un point important parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'objets connectés dans l'environnement des Français, ne serait-ce qu'une petite enceinte connectée à la maison, etc., ou une petite caméra de surveillance, etc. Et c'est vrai que les produits grand public souvent sont assez facilement quand même hackables, et on peut facilement rentrer aujourd'hui sur une caméra qui est chez vous, etc. Donc la question de la sécurisation effectivement du réseau, parce que c'est finalement une sorte de réseau, est très importante. Vous avez raison de la souligner. Moi, j'ai pas de caméra chez moi, mais s'il y en avait une, le hacker, ce serait pas passionnant pour lui. Je vous le dis tout de suite. Bon, après, c'est ça, il faut qu'il y ait une pertinence de la donnée. On est d'accord. Voilà. Merci beaucoup d'avoir fait le point et éclairé justement sur ce thème qui est d'actualité, et on en parlera de plus en plus des caméras piétons. Merci beaucoup Eric Pouillard. Merci à vous. Merci à Michael Besclou d'être venu sur le plateau d'A News Sécurité. Toutes les émissions sont à découvrir sur justement cette web TV. Le site s'affiche ici sur votre écran. Merci beaucoup à Benjamin Souhaité à la réalisation, à Soline Squil et à toute la Dream Team Agora à la production. On se retrouve très rapidement pour un nouveau Sécurité 360. En attendant, prenez soin de vous.